Depuis que je travaille à l'UQTR, depuis que je travaille en gestion de données de recherche, une des questions que je reçois le plus fréquemment de la part des chercheurs porte sur les outils de gestion des données actives. Donc, comment gérer des données en cours de projet entre partenaires de façon sécuritaire. C'est un des éléments qui d'ailleurs revient dans les plans de gestion de données. Donc, une des choses qu'on doit réfléchir au départ, c'est comment partager ces données de façon sécuritaire. Si Dropbox, Google Drive et d'autres solutions du genre ont leur utilité, ils ont aussi leurs limites. Des solutions plus optimales existent pour gérer de grands corpus de données de façon sécuritaire dans certaines universités. Il existe aussi des plateformes conçues à cette fin. C'est pour discuter des ressources de Calcul Québec que Suzanne Talon, directrice générale de cette organisation, est avec nous aujourd'hui. Madame Talon possède un doctorat en astrophysique de l'Université Paris 7 et de l'Observatoire de Meudon. Elle a enseigné à l'Université de Montréal et de Sherbrooke et joué un rôle clé dans la création de Calcul Québec. Madame Talon discutera des enjeux rencontrés sur les systèmes de Calcul Québec et proposera des pistes de solutions aux chercheurs. Madame Talon, je vous cède maintenant la parole. Madame Talon, vous êtes sur muet. Effectivement, ça fonctionne moins bien. Partager l'écran. J'aurais dû me préparer un peu plus d'avance. Voilà, partager les diapos et ça devrait fonctionner. Donc, mais merci de m'avoir invité à être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous donner des solutions miracles, mais on va au moins aborder l'enjeu des données actives. Je vais commencer par dire que Calcul Québec, c'est une coalition, en fait, de plusieurs universités. Donc, nos partenaires principaux, là, McGill, Laval, Sherbrooke, Université de Montréal, nos autres partenaires, Polytechnique, Concordia, UQTR, UQAM, ETS, HEC. Et en fait, on est ouvert à travailler en fait, avec l'ensemble des universités du Québec. Et on a été financé jusqu'à présent via la FCI et le ministère de l'Économie et de l'Éducation. Alors, ce que je vais vous présenter un peu aujourd'hui, d'abord, une petite introduction à Calcul Québec, parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas nécessairement, donc je vais faire passer un peu rapidement sur notre offre de service. Ensuite, je vais vous faire peur, je vais vous présenter les problèmes fréquents qu'on rencontre en termes de gestion de données. C'est des choses qui arrivent tous les jours, enfin j'exagère tous les jours, mais très, très régulièrement. Et donc, ça va vous donner des arguments là, pour encourager vos chercheurs à faire de la gestion de données de recherche. Je vais vous présenter des pistes de solutions. Malheureusement, il n'y aura pas de magie et je n'ai pas d'outils miracles. Ce qu'il faut, c'est surtout de la rigueur. Donc, alors, Calcul Québec, qu'est-ce que c'est? Donc, Calcul Québec, c'est une collaboration interuniversitaire où on offre des infrastructures pour le calcul. Donc, en fait, on gère des superordinateurs donc, qui ont donc des CPU ordinaires, des cartes graphiques, des accélérateurs graphiques qui sont maintenant beaucoup utilisés, par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle. On a aussi des ressources en info nuagique pour permettre d'héberger des machines virtuelles et on a du stockage. Puis je vais reparler un peu de stockage plus tard, évidemment, parce que quand on parle de données, c'est un élément assez important. Une des choses qui nous caractérise par rapport à d'autres infrastructures, là, enfin, pourquoi Calcul Québec plutôt qu'aller chez AWS? Je vais éteindre mon son ici. Plutôt qu'aller chez AWS ou chez Google ou autre, c'est qu'on a aussi des équipes qui sont là pour appuyer les chercheurs. Donc, on a des analystes en calcul scientifique qui sont là pour répondre aux questions, donc sur l'utilisation efficace des grappes, que ce soit des questions très bêtes sur comment se connecter ou des questions beaucoup plus subtiles sur comment optimiser un code, etc. Donc, on a une équipe en ce moment de 45 personnes qui est là pour gérer les ordinateurs, évidemment, et pour appuyer les chercheurs dans leur utilisation.
On a aussi tout un service de formation. Donc, on donne des formations de base, que ce soit sur comment utiliser Linux, qui est maintenant une formation très populaire depuis que notre base d'utilisateurs s'est élargie, à des cours de programmation en Python, en R, et jusqu'à comment faire de la programmation parallèle. On est là pour installer les logiciels pour les chercheurs aussi, de manière centralisée, de manière efficace. Donc, c'est vraiment une infrastructure. Vous pouvez arriver et commencer à utiliser l'infrastructure tout de suite. Qui fait appel à nous? Alors, n'importe quel chercheur d'université ou de collège peut avoir accès aux ressources. Il n'y a pas de frais d'utilisation pour les ressources. Enfin, c'est couvert par nos subventions et par les universités. Et typiquement, les gens vont venir nous voir, par exemple, quand leur calcul n'arrive plus à se contenter de leur ordinateur personnel. Soit parce que les calculs sont trop gros, soit parce que les logiciels ne peuvent pas être installés ou autre. Ou encore, chose très importante pour la collaboration. Donc, Mathieu parlait tantôt de comment partager des données, etc. Si vous avez besoin de partager, vous développez du code avec des collaborateurs, surtout dans d'autres institutions, voire même à l'étranger, si vous voulez partager des données, ça peut être centralisé à Calcul Québec. On a des utilisateurs dans vraiment toutes les disciplines, que ce soit les sciences dures, qui sont les utilisateurs traditionnels. En santé, donc par exemple, dans cette période de COVID, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur les serveurs de Calcul Québec et de Calcul Canada au niveau de la COVID. Par exemple, tous les calculs de la santé publique de l'INSPQ qui font les calculs de projection d'épidémiologie et qui font en sorte qu'en ce moment, les gens sont inquiets qu'à Montréal, on devienne tous très malades d'ici quelques semaines. C'est fait sur des serveurs de Calcul Canada avec l'aide d'un analyste à Calcul Québec qui appuie les chercheurs dans ces calculs-là. De même, tous les séquençages de variants qu'on fait en ce moment, là, on calcule, on doit séquencer ça sur des ordinateurs, c'est fait sur le superordinateur Beluga qui est géré par Calcul Québec. Donc, c'est vraiment une infrastructure qui est là pour la science en général. L'année dernière, on avait 3000 utilisateurs différents des infrastructures. Si on regarde un peu comment les choses ont évolué au cours du temps, donc on voit ici dans différents domaines comment le groupe d'utilisateurs a évolué entre 2010 et 2020. Donc, on voit déjà qu'il y a une forte croissance de l'utilisation. Et puis, on peut répartir ça dans différents domaines. Donc, en rouge à gauche, c'est nos utilisateurs traditionnels. Donc, ceux-là, on voit qu'ils sont en croissance, mais c'est une petite croissance régulière. C'est tous les gens qui, depuis les années 60, utilisent les ordinateurs, en fait, qui sont même un peu à la base du développement des ordinateurs, là, si on remonte aux États-Unis, etc. Au milieu, on a les gens en matin info. En fait, ça, c'est la communauté de l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'il y a 10 ans, l'intelligence artificielle, il n'y a pas juste l'intelligence artificielle, mais la grande croissance, c'est vraiment lié à ça. Donc, on voit qu'en 10 ans, la communauté d'utilisateurs a été multipliée par 20. Et ça témoigne là, de la vigueur de ce domaine de recherche-là au Québec en ce moment. L'autre boîte, un petit peu à droite, la génomique, ça aussi, on voit que ça a beaucoup grandi depuis 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, on séquençait le premier génome humain. Et il y a une dizaine d'années, ce qui s'est passé, c'est que les séquenceurs se sont mis à produire de plus en plus de données et de plus en plus efficaces. Et donc, alors qu'il y a 20 ans, les gens travaillaient sur leur laptop, il y a une dizaine d'années, le laptop a commencé à exploser et ces gens-là ont commencé à migrer sur nos superordinateurs. Ça fait en sorte qu'on a dû aussi changer notre offre de service parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient beaucoup moins habitués à programmer. Et donc, ça demande un soutien un peu différent. La troisième catégorie à droite, les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, on voit que c'est une catégorie vraiment en émergence. Il y a encore très peu d'utilisateurs.
Mais vous savez comme moi que c'est un des domaines où il y a le plus de chercheurs dans nos universités. Donc, c'est un domaine en fort potentiel de croissance. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans les prochaines années, là, voir comment notre offre de service doit s'adapter à cette nouvelle communauté-là. Comment on peut offrir des outils pour que cette communauté-là puisse utiliser des ressources de manière plus facile. Alors ça, c'était un peu ma présentation de Calcul Québec. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de parler de gestion de données de recherche. Alors, quand on parle de gestion de données de recherche, pour moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup cette petite caricature de Sid Harris, où on parle de plan de gestion de données de recherche au départ. Tout va bien, c'est une conceptualisation, voici ce qu'on va faire. Et ensuite, on parle de dépôt de données. Alors, voici comment on va partager nos données à la fin, etc. Et puis, au milieu, on ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe. Et pourtant, le milieu, c'est la durée de vie active du projet et c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment là où tout se passe dans les équipes. Si la gestion de données actives n'est pas bien faite, faire un dépôt de données de recherche, enfin, envoyer ces données dans un dépôt de données de recherche, à la fin, ça va être l'enfer. Ça va être un travail considérable que les chercheurs n'auront surtout pas envie de faire. Ils n'auront pas très envie de le faire en plus parce que ce n'est pas super motivant de se dire qu'on va déposer nos données pour que les autres réutilisent et fassent leur propre recherche. Et alors, on appelle à la vertu, puis bon, tout le monde veut être vertueux, mais dans le quotidien, c'est plus ou moins intéressant. Par contre, si les gens font la gestion correctement pendant la durée de vie active du projet, non seulement est-ce que ça va être super facile de transférer les données dans un dépôt à la fin de vie du projet, mais surtout, la recherche va être plus efficace pendant la durée de vie du projet. Et ça va aider le chercheur à faire son travail. Et dans les prochaines diapos, je vais vous présenter, j'avais dit que j'allais vous faire peur, je vais vous présenter tous les problèmes qu'on rencontre fréquemment quand la gestion de données actives n'est pas faite correctement. Alors ça, c'est les arguments que vous pourrez utiliser pour motiver les chercheurs à faire un plan de gestion de données. Alors, de quoi on parle? Je fais une petite pause ici sur le cycle de vie de données pour qu'on s'entende sur ce que j'entends, moi, par gestion de données actives. Donc, dans la phase de vie du projet de recherche, on a évidemment la planification, l'idéation, on crée notre projet et dans le meilleur des mondes, on crée un plan de gestion de données de nos données. Ensuite, on a toute la partie active, donc la collecte de données, la création, ça peut être des simulations numériques, ça peut être des questionnaires, etc. Ensuite, on travaille, on analyse nos données, c'est vraiment la phase active. Et après ça, on va s'en aller en préservation, en archivage. Donc, moi aussi, ici, je vais vraiment m'intéresser à tout ce qui est tout ce qui est encadré en rouge, là, collecte, création, etc. Donc, quand on est dans la phase active des projets. Alors, quels sont les enjeux que tous les chercheurs rencontrent, quel que soit leur domaine de recherche et quel que soit le type d'infrastructure qu'ils utilisent. Donc, c'est vrai que si les chercheurs utilisent leur PC, s'ils utilisent un serveur local dans leur laboratoire, et c'est vrai à Calcul Québec. La seule chose, c'est qu'à Calcul Québec, comme il y a beaucoup plus de données, ben le problème est juste plus grand. Mais ce problème existe pour tout le monde. Le premier problème qu'on rencontre, c'est l'absence de structure commune pour les données au sein des équipes de recherche. Donc, on dit, j'ai 4 étudiants qui vont chacun travailler, faire des séquençages génomiques pour étudier 4 maladies différentes. Et la plupart du temps, les gens ne s'entendent pas sur comment je vais classer les données. Donc, quel répertoire je vais créer, quelle donnée est-ce que quel répertoire contient. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait créer une perte d'efficacité, ça fait que les équipes ne sont pas capables de travailler ensemble parce que ce n'est pas possible de récupérer les données d'un autre. Et évidemment, ça crée aussi un enjeu au niveau des métadonnées. Parce que si tout le monde crée ses répertoires un peu au fur et à mesure à la petite semaine, bien, à la fin du projet, là, quand vient le temps de faire le dépôt de données, bien, on ne se souvient plus ce qu'on a fait. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait il y a 3 mois.
dans le détail, probablement que vous ne réussirez pas. Donc, c'est ce qu'on voit arriver dans les équipes. Quand les étudiants terminent et quittent le projet, il n'y a pas de transfert de propriété intellectuelle dans la majorité des cas et il n'y a pas de partage des données. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, le problème qu'on voit tout le temps à Calcul Québec, on reçoit un courriel, tel étudiant est parti il y a 6 mois, il est rendu à Tombouctou, il n'est pas disponible, pouvez-vous me donner ces données? Alors, la réponse à ça, c'est non. Alors, la réponse à ça, c'est non à Calcul Québec, mais ça va être exactement la même chose si l'étudiant a travaillé sur son laptop pendant 5 ans, que toutes ces données sont sur son laptop. L'étudiant va être parti si vous n'avez pas prévu à l'avance quoi faire avec ces données-là, comment les transformer, comment elles sont structurées, quelles sont les métadonnées, vous allez être foutu. Donc, on a une perte de données énorme. Un autre enjeu qu'on voit, parce qu'il y a un manque de réflexion sur le cycle de vie des données, une absence de hiérarchisation dans l'importance. Alors, encore une fois, donc, dans un processus de traitement de données typique, il y a souvent des données temporaires qui pourraient être effacées. Ça prend de la place sur un disque dur, des données temporaires. Souvent, les données temporaires sont plus grosses que les données de départ et les données finales. Non seulement ça prend de l'espace, mais ça prend de la structure. Autrement dit, les vraies données vont être noyées au niveau des données temporaires qui n'auront pas été effacées. On va avoir plus de misère à localiser les bas de données. On peut avoir des données qui sont des copies de données d'une base de données. On peut avoir des données qui sont super importantes, qu'on doit sauvegarder. On a des données brutes. Donc en fait, l'absence de hiérarchisation, de nomenclature des données va créer, en fait, va faire en sorte que la recherche ne peut pas être efficace pendant la phase active. Donc, encore une fois, on ne parle pas de la vertu ici que d'autres puissent réutiliser nos données. On parle de comment le chercheur lui-même va être capable de conduire ses travaux efficacement. Alors, les données personnelles. Alors, si c'est un enjeu un peu particulier, quand les chercheurs traitent des données où il faut des consentements de participants, soit que ce soit des données humaines ou soit des fois, c'est des questionnaires que les gens vont avoir fait remplir. Il faut vraiment réfléchir à toutes les utilisations qu'on veut faire des données maintenant et les utilisations futures. Et si ce n'est pas le cas, ben, on pourrait devoir détruire les données à la fin d'une période, de la période initialement prévue. Ce qui est certainement une grande perte pour tout le monde. Donc, le fait de ne pas réfléchir à l'avance sur ce qu'on va faire avec des données personnelles va être un enjeu majeur sur leur utilisation future. Dans le cas des superordinateurs, alors c'est des problèmes que vous n'aurez pas sur votre laptop, mais à Calcul Québec, vous allez les rencontrer, ou enfin, on les rencontre collectivement. On se retrouve avec des systèmes de stockage remplis. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de données temporaires qui n'ont pas été supprimées. On se retrouve avec des jeux de données en plusieurs copies. Donc, on retrouve, par exemple, en génomique, il y a des génomes de référence qui sont de plusieurs téraoctets. Et donc, ben, on peut avoir chaque équipe ou même chaque personne dans l'équipe qui télécharge le même génome de référence, qui a ça dans son répertoire à lui. Alors que si on prenait ces données-là, on les mettait dans un dépôt central, on n'aurait qu'une seule copie. Et donc, on sauverait beaucoup d'espace. Et donc, évidemment, il y a à ces échelles-là, ça crée des économies de coûts ou encore, ben, ça réduit la capacité à utiliser les systèmes pour des données qui sont plus utiles. Dans notre cas, dans le cas des équipes, il y a souvent peu de connaissances pour soutenir les chercheurs dans les données actives, parce que les gens, par un manque de conscience, je dirais. Et le dernier enjeu, encore une fois, pour les superordinateurs, c'est que nos systèmes de fichiers sont des systèmes de fichiers qui sont des fichiers parallèles qui sont faits pour travailler avec des grands fichiers. Et donc, quand on a un très grand nombre de petits fichiers, ben, ça devient très, 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 très inefficace. Alors, quelques conseils qu'on peut donner aux chercheurs. En fait, les conseils, c'est de ne pas faire tout ce qui était en haut.
Et donc, comment arriver à ça? La première chose, évidemment, ben, ça fait partie du plan de gestion de données, c'est de bien réfléchir au cycle de vie et puis aux différents traitements de données. Donc, par exemple, si je prends un processus standard de recherche, je vais avoir des données, je peux avoir des données de configuration, des données d'entrée dans un calcul, j'envoie tout ça dans un logiciel de recherche. Pendant que je calcule, j'ai des données temporaires et à la fin, j'ai des résultats. Et toutes ces données-là n'ont pas la même importance. Donc, par exemple, les données de configuration, mes résultats, ce que je veux archiver, c'est des données qui sont très importantes. Je vais vouloir m'assurer d'avoir des sauvegardes de ces données-là, par exemple. C'est important de les identifier. C'est important peut-être de les mettre à des endroits qui sont différents. Mes données d'entrée, ben, mes données d'entrée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des données, est-ce que c'est un jeu de données que je peux partager avec quelqu'un? Est-ce que c'est des données externes? Est-ce que ces données-là doivent être sauvegardées ou pas? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Et finalement, ben, mes données temporaires, celles-là, donc, ce sont celles que je pourrais perdre sans que ça m'empêche de dormir la nuit. Parce que soit je peux les recréer facilement ou soit elles sont vraiment pas importantes. Donc, la première chose, c'est identifier dans votre équipe quelles sont toutes ces données, quelle est leur importance et comment vous devez vous en occuper. Madame Talon, il vous reste 2 minutes. OK. Deuxième étape, se renseigner sur ce que vous avez comme stockage accessible. Donc, à Calcul Québec, par exemple, il y a différents types de stockage en fonction de la taille, de la rapidité, du temps que vous pouvez les conserver, etc. Et ensuite, évidemment, ça va être de mettre les données au bon endroit en fonction des besoins que vous avez déjà identifiés. Donc, vous avez classifié les données selon leur valeur. Vous pouvez maintenant les effacer automatiquement. Conseil suivant, gardez votre plan de gestion de données de recherche à jour. Au fur et à mesure où votre projet de recherche va progresser, probablement que vous allez trouver des nouvelles choses. Vous allez dire, ah, ben j'avais prévu faire X, Y, Z, mais finalement, ce n'est pas du tout approprié, il faut que je fasse A, B, C. C'est important que votre plan de gestion de données évolue en fonction de vos besoins. Et c'est important que votre plan de gestion de données inclue des structures de répertoire. Alors, où est-ce que vous gardez vos données? Sur votre portable, à Calcul Québec, sur un serveur du groupe, sur un cloud commercial? C'est possible que vos données soient à plusieurs endroits. C'est important que tout le monde, c'est important d'identifier où sont vos données et surtout que tout le monde soit au courant. Donc, ça, c'est le seul truc que je peux vous donner aujourd'hui. Ayez des endroits que tout le monde connaît dans l'équipe pour mettre cette information-là. Donc, par exemple, vous avez des fichiers Lisez-moi et tout le monde saura que quand j'ai un fichier Lisez-moi, ça veut dire que je vais parler de la structure de données ou peu importe le nom, c'est celui que vous voulez, mais l'important, c'est que tout le monde le sache et que tout le monde le fasse. Et dernier conseil, créez vos métadonnées tout de suite. Donc, si vous attendez après 3 mois pour réfléchir à ce que vous avez fait, ça ne marchera pas. Vous n'en souviendrez pas, vous allez oublier des détails. Donc, les métadonnées doivent être créées au fur et à mesure, puis peut-être mis dans ces fichiers communs que tout le monde peut utiliser. Est-ce que j'avais autre chose? Le dernier conseil qui s'applique uniquement à des superordinateurs. Quoique ça pourrait être utile peut-être aussi sur votre PC aussi, vous pouvez regrouper un grand nombre de petits fichiers en créant des archives et vous pouvez aussi compresser des fichiers pour que ça prenne moins de place si vous avez un enjeu d'espace, ce qui est toujours le cas, évidemment, en fin de vie de projet. Et, ah oui, dernier point, travailler avec les bureaux de la recherche et les bureaux d'éthique pour bien préparer les consentements des participants quand vous travaillez avec des données personnelles ou les transferts de propriété intellectuelle des étudiants. Ce sont eux qui sont là pour vous aider, pour aider les chercheurs à préparer ça. Et je pense que là, j'ai vraiment fini. Oui.